Bonjour, nous abordons aujourd'hui notre thème numéro 4 du programme d'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, identifier, protéger et valoriser le patrimoine, enjeux géopolitiques, avec une introduction, la construction et l'élargissement de la notion de patrimoine. L'introduction à ce thème numéro 4 de notre programme d'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques nous invite à réfléchir à la notion de patrimoine et à sa construction. Littéralement, patrimoine signifie ce qui est reçu des pairs. C'est dans son sens contemporain l'ensemble des biens matériels et immatériels communs à tous qui doivent être transmis aux générations futures du fait de leur valeur et ou conservés afin de garder des traces du passé, d'une identité, d'une mémoire ou d'une histoire. La notion de patrimoine est donc passée d'une définition familiale à une conception moderne. Il conviendra donc de s'interroger sur cette évolution. Avant même de parler de patrimoine, les reliques et les objets de culte bénéficiaient déjà d'une forme d'attachement collective liée à leur caractère sacré et à leur beauté. Les destructions d'objets symboliques de la monarchie et de l'Église pendant la Révolution française font naître par contre-coup une conscience patrimoniale citoyenne, un sentiment de propriété collective visant à conserver les traces du passé. La notion de patrimoine va s'élargir progressivement à l'époque contemporaine, d'abord dans un cadre national, mais la vocation universelle du patrimoine s'affirme dans la dernière partie du XXe siècle, tout particulièrement avec la Convention de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, adoptée en 1972, qui définit le patrimoine ainsi. Le patrimoine est l'héritage du passé, dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. Ce qui rend exceptionnel le concept de patrimoine mondial est son application universelle. Les sites du patrimoine mondial appartiennent à tous les peuples du monde sans tenir compte du territoire sur lequel ils sont situés. Se met alors en place une patrimonialisation, c'est-à-dire un processus faisant d'un bien naturel ou culturel, matériel ou immatériel, un bien à conserver et à transmettre aux générations futures. Problématique? Il s'agit dans ce thème numéro 4 de s'interroger sur la signification de la notion de patrimoine, sur sa construction, son élargissement, sa vocation universelle, en envisageant les trois éléments du thème, identifier le patrimoine, le protéger et le valoriser. Il s'agit également de réfléchir à la relation du patrimoine à la politique, à l'économie et à la société. Grand 1, la fabrique du patrimoine, une construction et un élargissement progressif. La notion de patrimoine est une construction qui a sa propre histoire. En latin, patrimonium correspond aux biens et droits hérités du père. Le patrimoine désigne donc la transmission de biens par héritage au sein d'une famille. Mais le caractère sacré est donc commun à toute la chrétienté et politique en tant que patrimoine royal de certains biens comme les reliques des saints ou les archives royales, les inscrit dans un processus de transmission collective. La Révolution française constitue un tournant. La notion de patrimoine en tant que bien collectif est donc partagée, se construit véritablement. Face aux destructions d'objets symboliques de la monarchie, de l'Église et de la noblesse dans les années 1789-1795 par les foules révolutionnaires, des réactions se font jour. Ainsi, l'abbé Grégoire dénonce dans un discours à la Convention le 31 août 1794 le vandalisme comme atteinte criminelle au patrimoine des Français. Il va jouer un grand rôle dans la prise de conscience patrimoniale et demander la conservation des monuments de l'ancienne France monarchique, pourtant cible des émeutes. Le musée du Louvre, inauguré le 8 novembre 1793 sous le nom de Muséum central des arts de la République, expose les collections du roi, devenu propriété de la nation, et les œuvres saisies chez les nobles émigrés ou dans les églises, dans le but de les mettre à disposition du public à des fins d'études et de délectation. Dès le XIXe siècle, la nécessaire protection du patrimoine commence à s'affirmer comme une sorte de loi morale. Victor Hugo, membre du Comité des Arts et Monuments, s'inscrit dans ce mouvement lorsqu'il écrit en 1832 Il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde. C'est donc dépasser son droit que de le détruire. Dans le même temps, ailleurs en Europe, on voit se développer cette politique patrimoniale qui s'accompagne de la création de grands musées, comme le Prado à Madrid en 1819 ou le British Museum au Royaume-Uni en 1853. En France, la mise en œuvre de cette politique de protection du patrimoine nécessite un travail d'inventaire qui sera mené tout au long du XIXe siècle par les inspecteurs des monuments historiques. En 1830, le ministre de l'Intérieur, François Guizot,
propose la création d'un poste d'inspecteur des monuments historiques, poste qui sera occupé par Prosper Mérimée de 1834 à 1850. Il est à l'origine de la création de la Commission des monuments historiques. Ses rapports et interventions permettent de lancer une véritable réflexion sur la protection des monuments et la meilleure façon de les restaurer. Il incarne avec l'architecte Eugène Viollet-le-Duc la politique de sauvegarde et de restauration des œuvres d'art et des monuments, religieux comme Notre-Dame de Paris ou profanes comme la cité de Carcassonne. Cette conception du patrimoine qui se confond avec celle des monuments historiques perdure jusqu'au XXe siècle. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la notion de patrimoine s'élargit progressivement. En 1959, le général de Gaulle décide de créer un ministère des Affaires culturelles qu'il confie à André Malraux, qui se fixe une ambitieuse feuille de route: rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France, au plus grand nombre possible de Français, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la création de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent. En 1964, face à la crainte de voir disparaître des pans entiers du patrimoine français, des monuments historiques aux objets les plus populaires du quotidien, de la cathédrale à la petite cuillère, pour reprendre l'expression d'André Chastel, est créé un inventaire général du patrimoine culturel dont le but est de recenser tous les objets et les édifices dignes d'intérêt. Parallèlement, l'intérêt pour le patrimoine se démocratise. Le succès chaque année des Journées européennes du patrimoine témoigne de cet engouement d'un public qui n'hésite plus à exprimer un avis et à formuler des choix en matière de patrimoine. Ainsi, l'histoire de la notion de patrimoine ne peut plus s'écrire depuis les années 1970 sans prise en compte du public qui démontre sa propre capacité à inventer le patrimoine en parallèle aux institutions traditionnelles. Nombre d'associations de défense de l'environnement ou de la mémoire ouvrière agissent pour la préservation des paysages et des sites. Grand 2, un patrimoine mondial qui appartient à tous les peuples du monde. D'abord pensée au niveau national, la protection du patrimoine s'inscrit dans le cadre d'une coopération internationale dans la seconde moitié du XXe siècle. En 1964, le deuxième congrès international des architectes et des techniciens des monuments historiques adopte une charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, dite Charte de Venise. Cette charte sert de référence aux travaux du Conseil international des monuments et des sites, l'ICOMOS, qui se consacre à la conservation et à la protection des monuments, des ensembles et des sites du patrimoine culturel. Mais c'est en 1972 que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, adopte une charte qui vise à identifier, protéger et préserver le patrimoine culturel et naturel à travers le monde, considéré comme ayant une valeur exceptionnelle pour l'humanité. De cette convention est née une liste qui comporte 1121 sites culturels naturels ou mixtes en 2020. Se met alors en place un processus de patrimonialisation s'appuyant sur une liste de 10 critères. Pour être éligible, il faut apporter la preuve de la valeur universelle et exceptionnelle du bien et constituer un important dossier dont le plan de gestion est la clé de voûte. Une fois inscrit, cela donne au site retenu une prestigieuse labellisation internationale, une visibilité et une communication qui attirent les touristes du monde entier, comme dans le cas de la cité médiévale de Carcassonne dans l'Aude, classée par l'UNESCO en 1997. À l'origine, et encore aujourd'hui, avec environ 40%, les sites européens étaient surreprésentés, ce qui a valu à l'UNESCO le reproche de privilégier les valeurs occidentales dans le classement au détriment des autres aires culturelles. Cependant, avec le classement de sites naturels exceptionnels, comme ici la réserve naturelle intégrale de Tingui Barmahara à Madagascar, classée en 1990, un grand nombre de lieux africains, asiatiques et sud-américains ont été inscrits par l'UNESCO. Enfin, à ce classement s'ajoute la liste du patrimoine mondial en péril qui compte 53 inscrits en 2020. C'est par exemple le cas du minaret et des vestiges archéologiques de Djam, menacés par le manque de moyens du ministère afghan de la Culture. L'inscription permet d'accorder des aides internationales d'urgence pour résoudre les problèmes. Elle met aussi en évidence les insuffisances structurelles de certains États dans leur gestion du patrimoine. Grand 3, le patrimoine culturel immatériel, un rééquilibrage en faveur des pays du Sud. En 2003, l'adoption par l'UNESCO d'une nouvelle convention dédiée à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ou patrimoine vivant favorise l'universalité et la diversité du patrimoine. Elle vise, comme ici, à CPRU,
une danse de Botswana et les pratiques qui lui sont associées, a préservé des pratiques, des représentations et expressions, savoir-faire, musique, chant, danse, tradition orale, manifestations collectives. En 2020, 549 éléments sont classés par l'UNESCO au titre de ce patrimoine culturel immatériel. L'objectif principal de cette convention de 2003 est de rééquilibrer la répartition du patrimoine inscrit et protégé en faveur des pays du Sud, riches en patrimoine immatériel mais menacés par la mondialisation. L'inscription d'éléments du patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO les rend visibles au niveau mondial et leur donne une légitimité en tant que patrimoine. Les États et communautés qui ont déposé les candidatures ont alors la responsabilité de les sauvegarder, les protéger et les transmettre aux générations futures. En 2020, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a été ratifiée par 179 États. Elle a donc gagné son pari de faire accepter mondialement un patrimoine non géolocalisé, mais se trouvant là où se situent celles et ceux qui le détiennent. Cela peut être à l'échelle mondiale, comme pour l'art du pizzaiolo napolitain, ou partagé par plusieurs pays, comme pour la fauconnerie. En définitive, la Convention de 2003 vise à donner des lettres de noblesse patrimoniale à des éléments du quotidien qui n'en avaient pas. Ainsi, l'œuvre de tous, ou au moins de plusieurs, devient un objet patrimonial alors que ce processus de patrimonialisation était autrefois réservé à un petit nombre d'artistes, d'architectes, de souverains. Conclusion. Le patrimoine est à la mode. L'émotion et la mobilisation nationale et internationale pour la sauvegarde de Notre-Dame après l'incendie du 15 avril 2019 en est une illustration. Patrimoine avant le patrimoine, les reliques et autres objets du culte faisaient déjà l'objet d'un attachement collectif et d'une protection. Mais c'est avec la Révolution française que la notion de patrimoine en tant que bien collectif et donc partagé se construit véritablement. D'abord dans un cadre national au XIXe siècle, elle s'élargit progressivement au XXe siècle avant que ne s'affirme sa vocation universelle dans les années 70. La Convention de l'UNESCO de 1972 favorise la patrimonialisation de sites culturels, naturels ou mixtes à conserver et à transmettre aux générations futures. La Convention de 2003 étend enfin la notion de patrimoine aux éléments culturels immatériels, rééquilibrant la répartition du patrimoine inscrit et protégé en faveur des pays du Sud. Dorénavant, au-delà des États et collectivités, les communautés humaines sont impliquées dans la sauvegarde, la protection et la transmission d'un patrimoine dont la vocation universelle est clairement affirmée.